Aux États-Unis, dans les grandes villes, le taux de criminalité devient de plus en plus inquiétant. Le nombre de cambriolages, de viols et de meurtres augmente sans cesse. Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent dans de mystérieuses circonstances. À San Francisco, Paul Costner est porté disparu depuis le mois de novembre 1984. Suite à une annonce qu'il avait passée pour vendre sa voiture, Costner devait rencontrer un acheteur potentiel. Il ne revint jamais de son rendez-vous. Mais quelqu'un a laissé un étrange message sur son répondeur. On va se faire beaucoup d'argent avec ça. La disparition de Costner est alors signalée à la police. Selon les dires de son entourage, il n'était pas homme à mettre fin à ses jours. Il était en très bonne santé, il avait un moral d'acier. Tout allait bien pour lui. Il menait une vie saine et normale, comme tout le monde. C'était un homme heureux. Il n'était absolument pas dépressif. En enquêtant sur le passé de Costner, la police est de plus en plus convaincue qu'on ne le retrouvera pas vivant. La sœur de Costner pense qu'il a été assassiné. J'ai bien peur malheureusement que son acheteur a tenté de l'escroquer. Je pense qu'il l'a tué pour voler sa voiture. Puis il a dû se débarrasser de son corps quelque part. Je ne comprends pas ce qui a dû se passer dans la tête de cet homme. Je ne sais pas. Le 2 juin 1985 à San Francisco, le comportement étrange d'un jeune asiatique attire l'attention des clients d'un grand magasin. Le garde chargé de la sécurité appelle alors la police car le jeune homme a dérobé un étau. Puis il le suit à l'extérieur du magasin. Quelques minutes plus tard, la police est sur les lieux. Le jeune homme est en train de ranger l'étau dans le coffre de sa voiture, une Honda. Dès qu'il aperçoit la police, le jeune asiatique prend la fuite. Un policier se lance à sa poursuite, mais ne peut le rattraper. À son retour, le policier aperçoit près de la Honda un homme barbu. Ce dernier déclare que le jeune asiatique travaille pour lui, mais il ne sait pas grand-chose sur lui. Le policier lui demande alors d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, il découvre un pistolet muni d'un silencieux. La détention d'un silencieux étant illégale aux États-Unis, il l'emmène au poste de police. Sur place, des policiers lui retirent son permis de conduire. Cet homme s'appelle Robin Stapley. Il maintient qu'il ne connaît pas bien le jeune asiatique. Il lui avait juste demandé de faire un petit boulot pour lui. Lors de la vérification des plaques d'immatriculation de la Honda, la police découvre que la voiture n'appartient pas à Stapley. Le véritable propriétaire du véhicule n'est autre que Paul Costner, porté disparu depuis 1984. Pour la police, Stapley est certainement la dernière personne à avoir vu Costner vivant. La police décide alors de lui faire subir un interrogatoire. Mais juste avant, Stapley réclame un verre d'eau et de quoi écrire. Après avoir griffonné quelques mots, il avale une capsule et s'effondre inconscient. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. À son arrivée, Stapley est déjà dans un coma profond. Les médecins le mettent sous respiration artificielle. Après analyse, ils découvrent que la capsule contenait du cyanure. Après vérification du permis de conduire, les inspecteurs découvrent que l'homme qu'ils viennent d'arrêter utilise une fausse identité. Le vrai Robin Stapley habite San Diego. Il est porté disparu depuis février dernier. Puis, un rapport troublant arrive au commissariat. Un jeune asiatique avait eu un léger accident au volant d'une fourgonnette. Nouvelle coïncidence, ce véhicule appartenait à Stapley dont on n'avait pas retrouvé la trace. La police procède à la fouille minutieuse de la Honda. Les experts retrouvent 2 cartouches vides. L'un des sièges a été troué par 2 balles.
Ils découvrent également des taches de sang sur les housses de siège. Tous ces indices indiquent que Paul Costner a bien été assassiné. Je suppose que Paul Costner n'est plus en vie, vu le temps qui s'est écoulé depuis sa disparition. Le meurtrier a dû recourir à ce moyen à plusieurs reprises pour se procurer des voitures. Il devait ensuite s'en servir pour commettre ses autres activités criminelles. Grâce à des papiers retrouvés dans la Honda, les policiers remontent jusqu'à un certain Charles Gunnar. Ce dernier habite dans un ranch près de Willesville, dans le comté de Calaveras, à 200 km au nord de San Francisco. Personne ne semble vraiment le connaître car il vit reclus dans son ranch. Grâce à Claude Ballard, le shérif du comté, la police apprend que Gunnar habite avec un jeune asiatique du nom de Charles Ing. Les deux hommes auraient été impliqués dans le recel et la vente d'objets volés. Les deux complices avaient aussi tenté de vendre des meubles appartenant à leurs voisins Brenda O'Connor et Lonnie Bond. Gunnar avait déclaré qu'il lui devait de l'argent. Avant de partir s'installer à Los Angeles avec leur bébé, il lui avait laissé leurs meubles pour le rembourser. Personne n'avait plus jamais entendu parler du jeune couple. La police décide de relever des empreintes digitales de Gunnar dans le ranch. Mais après vérification, ces empreintes ne sont pas celles de Charles Gunnar, mais celles d'un certain Leonard Lake, qui a déjà un lourd casier judiciaire pour vol et cambriolage. Après une enquête approfondie sur le passé de Lake, la police découvre que son frère a disparu dans d'étranges circonstances en juillet 1983. D'autre part, Charles Gunnar, qui avait été le témoin de Lake à son mariage, était aussi porté disparu. Ballard, le shérif du comté, obtient un mandat de perquisition et procède à la fouille du ranch. Le 4 juillet, la police de San Francisco arrive sur les lieux pour assister le shérif. Situé sur une colline et entouré d'arbres, le ranch est isolé de la ville la plus proche. À première vue, ce ranch ressemble à tous les autres. Mais quand les policiers pénètrent à l'intérieur, leur découverte est sinistre. Dans la pièce principale, ils découvrent, stupéfaits d'horreur, une véritable chambre de torture. Des crochets sont fixés au plafond et au mur. On a retrouvé des pas de vis à chaque coin d'un lit et des écrous dans un tiroir. Tout porte à croire que Lake s'en servait pour attacher ses victimes. Dans une boîte, les policiers découvrent des chaînes et des fers. Ils trouvent aussi des sous-vêtements féminins dans une armoire. Ils retrouvent également du matériel vidéo de haute qualité. D'après les numéros de série, ce matériel appartiendrait à Harvey et Deborah Dobbs. La disparition du couple et de leur fils âgé de 16 mois a été signalée à la police plus d'un an auparavant. La police pensait tenir une piste grâce aux cartes de crédit du couple qui avaient été volées. Un avis de recherche fut lancé à la télévision. Nous aimerions que les personnes qui utilisent ces cartes de crédit nous contactent pour nous donner tout renseignement susceptible de nous aider à retrouver la trace de Harvey et Deborah Dobbs ainsi que de leur jeune fils. Nous leur assurons qu'aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre eux. Mais l'enquête piétine. Un an plus tard, la découverte du matériel vidéo lance la police sur une nouvelle piste. Au ranch, une autre équipe de policiers vient renforcer les effectifs. À l'extérieur, une tranchée profonde a été creusée, probablement pour l'installation d'une ligne téléphonique. Derrière, la police retrouve des fragments d'os, probablement humains, et des cendres. Un incinérateur et un bunker ont été construits près de la tranchée. Le bunker semble être une sorte d'abri antinucléaire. À l'intérieur, les policiers découvrent des armes, des uniformes militaires et des provisions de nourriture. Sur les étagères, ils trouvent aussi des menottes et 3 couteaux.
Puis, une trappe les mène à une sorte de cellule. À l'intérieur de cette pièce, nous avons trouvé un lit et quelques couvertures, du papier toilette et des effets personnels appartenant à une femme, tels que du rouge à lèvres ainsi qu'un petit seau en plastique ayant servi probablement comme pot de chambre. Glacés d'effroi, les policiers découvrent des crochets fixés à chaque coin du lit. De cette manière, Lake pouvait attacher ses victimes. Il trouve également un miroir sans teint. Les photographies de 25 jeunes femmes recouvrent les murs. Certaines d'entre elles ne seront jamais identifiées. L'horreur est à son comble quand ils mettent la main sur des cassettes vidéo dans la cave. Sur ces cassettes, ces jeunes femmes sont déshabillées, enchaînées, battues et torturées. La police identifie l'une d'entre elles comme étant Deborah Dobbs. Puis, les inspecteurs retrouvent des corps démembrés en décomposition et des restes de squelettes. Mais ils ne peuvent déterminer le nombre exact des victimes. D'après le nombre de personnes dont la disparition a été signalée dans le comté et à San Francisco, je peux faire une petite estimation. Je pense que l'on a retrouvé une vingtaine de corps. Mais je ne peux rien affirmer, il va falloir continuer à creuser. Les médecins légistes ne peuvent pas non plus procéder à l'identification de victimes. Les corps de certaines d'entre elles ont été découpés avec une scie électrique puis brûlés dans l'incinérateur. La police reste prudente quant à l'évaluation du nombre des victimes. Pour le moment, nous ne sommes certains de rien. Nous supposons que sur toutes les personnes portées disparues dans le comté et à San Francisco, environ 25 d'entre elles ont malheureusement croisé le chemin de Leonard Lake et de Charles Ng. Cette histoire terrifiante fait bientôt la une des journaux. Certains hommes d'église tentent d'apporter un soutien moral aux familles dont une fille a disparu. Toutes nos pensées se tournent vers les familles torturées par l'angoisse et qui se demandent, est-ce que notre fille fait partie des victimes? Est-elle encore en vie? La reverrons-nous un jour? Parmi les cadavres en décomposition, les médecins légistes identifient les corps d'un homme, d'une femme et celui d'un bébé. Mais ils ne pourront jamais établir s'il s'agit des Dobbs ou du couple Bond O'Connor. Un ami de Brenda O'Connor se souvient que cette dernière se sentait de plus en plus menacée par Leonard Lake, son voisin. Elle avait peur d'aller chez Leonard Lake et même de le rencontrer. C'était un homme étrange et malsain. Chez lui, il avait des cassettes vidéo pornographiques. À plusieurs reprises, il l'avait invité, elle et Lonnie, à venir les regarder. Brenda craignait qu'il ne leur arrive quelque chose. Le 6 juin, les médecins décident de débrancher le respirateur artificiel de Lake. Leonard Lake avait décrit toutes les atrocités qu'il avait commises pendant ces 2 dernières années dans un agenda. La police est à présent en mesure de reconstituer son passé. Issu d'une famille de 4 enfants, Lake naquit à San Francisco en 1946. Ses parents sont alcooliques et incapables de l'élever, lui, ses 2 sœurs et son frère Donald, handicapé mental. Leur grand-mère, une femme sévère et inflexible, les prend en charge et leur impose une discipline de fer. Bientôt, Donald tente plusieurs fois de violer ses 2 sœurs. Leonard décide de les protéger. En échange, il leur demande de poser nues pour les prendre en photo. Elles doivent aussi coucher avec lui. Très vite, Lake nourrit une véritable obsession pour le sexe. Plus tard, pour échapper au milieu familial, Lake s'engage dans l'armée. Envoyé au Vietnam à 2 reprises, il ne prendra pourtant jamais part au combat, ce qui ne l'empêche pas de se vanter d'avoir participé à la guerre. Il quitte l'armée au bout de 7 ans. Il part alors s'installer à San Diego. Là, il mène une vie tranquille. Il s'engage en tant que volontaire chez les pompiers. Il consacre également la plupart de son temps à des activités d'ordre caritatif. Lake est en fait un homme qui cache avec facilité tous ses fantasmes sexuels et la grande violence intérieure qui l'anime. Un peu plus tard, il épouse Clara-Line Balaz, surnommée Cricket. À la cérémonie de leur mariage, une chèvre déguisée en licorne se trouve parmi les invités. Le couple s'installe près de San Francisco, dans le comté de Mendocino.
Mais très vite, Clara Lyne et Leonard Lake divorcent. Mais il n'oubliera jamais son ex-femme. Avant de mettre fin à ses jours, il lui griffonnera quelques mots. Paranoïaque, Lake devient de plus en plus obsédé par la fin du monde, convaincu que l'humanité va périr dans un gigantesque holocauste nucléaire. Cette obsession morbide le pousse à nouer contact avec des groupuscules paramilitaires avec lesquels il suit des entraînements intensifs de survie. Puis, il fait la connaissance de Charles Gunnar. Les deux hommes achètent un ranch près de Whistlerville. À la suite d'un cambriolage, Lake s'installe définitivement au ranch. Mais à la fin de l'année 1984, Lake tue Gunnar et prend son identité. D'après son agenda, il a commencé sa carrière de meurtrier bien avant son installation au ranch. En effet, au cours d'un entraînement de survie, Lake assassina son frère Donald. Son délire obsessionnel sur la fin du monde s'aggrave d'année en année. Il suit des cours d'autodéfense et s'impose un entraînement quotidien. C'est alors qu'il décide de se faire construire un abri antinucléaire dans lequel il stocke de la nourriture, des vêtements et des armes. Dans sa démence, Lake nourrit aussi un horrible projet. Il envisage d'enlever des prostituées qui opèrent dans les quartiers chauds de San Francisco. Ces femmes qu'il réduirait en esclavage auraient comme fonction de repeupler la terre en cas d'holocauste. C'est à San Francisco que Leonard Lake rencontre Charles Ing. Avec la complicité de Ing, Lake commence à réaliser ses fantasmes monstrueux. Il attire sa victime au ranch, il la séquestre dans le bunker, la déshabille puis l'enchaîne. Puis il lui fait subir d'horribles sévices sexuels. Ensuite il la tue sans aucune pitié. Car l'excitation que lui procure l'enlèvement puis le viol de sa victime ne dure jamais longtemps. Comme de nombreux tueurs en série, Lake tombe ensuite très vite dans le désespoir le plus profond. À son arrestation en juin 1985, il avait déjà sombré dans la dépression et était au bord du suicide. Les raisons qui poussent Charles Ing à commettre ces monstruosités sont bien différentes. Ing naquit en 1961 à Hong Kong. Issu d'une famille très aisée qui cède à tous ses caprices, Ing est ce qu'on appelle un fils à papa. Pour s'amuser, il commence à commettre des petits délits. En septembre 1979, il est impliqué dans un délit de fuite. Il s'engage alors dans l'armée pour éviter de passer en jugement. Mais 2 ans plus tard, il récidive et vole des armes avant de déserter sa caserne. Suite à un cambriolage qu'il commet avec la complicité de Lake, Ing est arrêté par le FBI dans un motel abandonné. Lake, lui, a réussi à s'échapper. Condamné à une peine de 3 ans, il est incarcéré dans une prison fédérale. À sa libération en juin 1984, Ing rejoint Lake et s'installe au ranch. Après 2 semaines de recherche, les policiers ont découvert 9 cadavres et 20 kilos d'os humains. Grâce à des papiers retrouvés dans le ranch, ils peuvent établir que Costner et Stapley ont bien été assassinés par Lake. Ils doivent être enterrés quelque part, tout près. La police ne pourra jamais identifier toutes les jeunes femmes que Lake avait prises en photo. À moins de découvrir d'autres indices et de mettre la main sur Charles Ing, l'enquête ne peut avancer.
Mais la police a perdu la trace du jeune Asiatique. Seul son témoignage pourrait permettre d'établir l'identité des victimes. Si nous ne retrouvons pas Charles Ng, s'il n'avoue pas tous ses crimes, nous ne pourrons malheureusement jamais identifier toutes les victimes et établir leur nombre. La police lance alors un avis de recherche contre le complice de Leonard Lake. Il est présenté comme un cambrioleur et non comme un dangereux criminel. La télévision et les journaux diffusent son portrait à travers tout le pays. Repéré à Chicago, Ng réussit à échapper à la police. Certains supposent qu'il a dû passer la frontière pour se rendre au Canada où il a de la famille. Puis, le 6 juillet 1985, à Calgary, au Canada, un garde chargé de la sécurité d'un grand magasin repère un jeune Asiatique en train de dérober de la nourriture. Le garde s'avance vers le voleur. C'est alors que ce dernier brandit une arme. Sans aucune hésitation, l'agent de la sécurité se jette alors sur le jeune homme qui tire. Le garde a reçu une balle, mais il a continué de se battre pour maîtriser le jeune Asiatique. Et puis quelqu'un a crié « Appelez la police !» La police arrête alors le jeune homme et l'emmène au poste pour établir son identité. On l'a fouillé, on a trouvé un permis de conduire au nom de Charles Ng. On a ensuite relevé ses empreintes. Après vérification, son identité nous a été confirmée. La police de San Francisco est alors avertie de l'arrestation de Charles Ng. Des procédures d'extradition s'engagent entre les deux pays. Mais les autorités canadiennes réagissent d'abord avec circonspection. Des inspecteurs et des avocats sont venus de San Francisco pour interroger Charles Ng. Ils veulent vérifier son identité. Ils veulent également s'assurer qu'ils ont en main toutes les preuves suffisantes pour engager une demande d'extradition. Le 16 décembre 1985, Charles Ng est condamné à 4 ans et demi de prison par la justice canadienne pour tentative de meurtre. Une longue bataille juridique s'engage pour l'extradition de Ng. La stratégie de ses avocats repose sur l'éventuelle condamnation à mort qui attend le prisonnier s'il retourne dans son pays. Si cette situation était légalisée, le Canada deviendrait la terre d'asile de tous les criminels qui n'auraient plus qu'à passer la frontière pour se soustraire à la justice américaine. Enfin, le 26 décembre 1991, la Cour suprême du Canada rend son jugement. Par 4 voix contre 3, elle décide de rendre Charles Ng aux autorités compétentes afin qu'il soit jugé pour les horribles crimes qu'il a commis. Depuis son extradition, Charles Ng attend toujours de passer en jugement. La date de son procès étant toujours repoussée. Les recherches qu'a menées la police dans le ranch de Leonard Lake sont terminées. Aucun doute sur la culpabilité de Charles Ng ne subsiste. Toutes les preuves qui ont été rassemblées l'accusent de manière irréfutable. Mais la police est toujours dans l'incapacité d'établir le nombre des victimes. Seuls les aveux de Charles Ng pourront permettre de faire éclater toute la vérité sur l'une des séries de crimes les plus horribles des États-Unis.